Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de tuto consacré au 80D qui sera une overview du 80D et où je parlerai des boutons et de ce qu'ils font du coup. Donc on va commencer par la face avant. Donc comme vous pouvez le voir, là on va avoir notre petite indication de l'appareil photo. Après, si vous ne le voyez pas, ici et de l'autre côté, on aura notre micro d'appareil photo. Après, en dessous, on aura notre flash qui, lorsque l'appareil photo est allumé, s'ouvrira, prêt à être déclenché, et il vous permettra de piloter d'autres flashs distants. Après, en dessous, on aura le bouton pour relâcher l'optique et en changer. On va la laisser. Lorsqu'on passera de l'autre côté, on va avoir notre petite lampe qui va vous servir à assister l'autofocus la nuit ou à vous indiquer dans le mode de retardement avec la fréquence d'allumage à quel moment de la prise de vue il va être. Après ici on aura notre capteur de télécommande. Ici en dessous on aura notre petit bouton qui nous servira à de base montrer la profondeur de champ dans le viseur, ce que je ne garde pas parce que le viseur s'assombrit et c'est pas forcément pratique. Donc on va passer du coup à la face du dessus. Donc sur le dessus, je ne l'ai pas indiqué sur la face avant, mais on aura du coup à droite le déclencheur. En dessous, on aura notre sélecteur de zone autofocus. On aura 4 choix. Vous appuyez sur le bouton une fois, vous êtes dans le menu et vous rappuyez à chaque fois que vous voulez changer de zone d'autofocus. J'en parlerai plus dans la vidéo sur l'autofocus du 80D. Et donc on va passer à la suite. Donc ici on aura une molette paramétrable que moi j'accorde pour que toutes les fonctions soient mises à peu près dans la même logique, même si cette molette là marchera pas de la même façon pour AV et pour TV, puisque dans le mode priorité ouverture je vais régler l'ouverture, mais là il n'y aura pas l'ouverture sur le TV vu que l'ouverture se règle toute seule. Mais je fais en sorte que les boutons soient tous réglés à peu près de la même façon, parce que typiquement il se peut qu'il n'y ait pas la même fonction en fonction du mode. Voilà. Ici on aura notre bouton pour allumer l'écran. Ce sera très pratique la nuit lorsque vous voulez prendre des photos et pas vous éblouir avec l'écran arrière. La lumière est volontairement assez faible pour que vous puissiez bien voir ce qui s'y passe. Après on aura notre sélection de mode de mesure qui vous permettra de choisir la largeur de mesure dans la photo de la mesure de la lumière. Après on aura notre bouton ISO. Si vous pouvez le voir là, typiquement ces boutons là chez Canon, le bouton d'ISO va être différent avec un point au milieu pour qu'on le reconnaisse lorsqu'on regarde dans le viseur et pouvoir changer rapidement ces ISO, puisque c'est la priorité du triangle de la photo, le réglage de l'ISO, alors que les autres réglages ne seront pas forcément les plus importants. Après on aura le drive qui n'est pas un truc pour faire ses courses sur internet, mais je suis vraiment très drôle, mais ça vous servira à choisir l'entraînement entre simple, continu en rafale élevée, ou sinon les modes de retardateur et de télécommande. Après on aura le mode AF, enfin le bouton de mode AF pardon, qui servira à choisir entre 3 modes AF dans lequel je reviendrai dans une vidéo spécifiquement dédiée à l'autofocus. Donc après ce qu'on peut voir ici, donc c'est bien évidemment l'écran, et à côté on a un petit logo assez bizarre qui indique là où est placé le capteur typiquement dans l'appareil photo, et ça vous permettra de savoir à partir d'où mesurer la distance minimale de mise au point d'un objectif. Donc après ici on aura notre bouton de correction dioptrique qui sera plus visible sur la face arrière de l'appareil photo. On aura notre griffe ISO qui sera compatible avec
les flashs Canon, mais on a quand même le bouton du milieu qui servira à déclencher un flash manuellement à chaque fois que l'appareil photo prend, enfin à chaque fois qu'on appuie sur le déclencheur. Donc ça peut être utilisé avec des flashs un peu, comment dire, de merde, ou plutôt vieux on va dire. Après on aura notre molette de réglage des modes de prise de vue que je reviendrai dans un menu, je reviendrai dans une vidéo spécifiquement sur les fonctions de cette molette. Et donc ici on peut pas forcément bien le voir, mais on a notre bouton on et off. Donc c'est tout pour la face arrière, ou plutôt la face du dessus. Ouais, c'est mieux. Donc maintenant on va aller sur la face arrière. Donc, comme vous le voyez, le bouton d'info est resté appuyé, donc je vais commencer par là. Donc ici typiquement en prise de vue on va avoir un bouton qui est de base inutile, puisque c'est le bouton qui est censé régler le choix de votre collimateur autofocus, mais qui va être de base maintenant mappé sur le trèfle de sélection. Après, on aura notre bouton étoile qui va typiquement servir à, en mode automatique, à bloquer votre exposition sur un endroit que vous avez voulu de la photo. Il y a deux façons d'utiliser ce bouton. Vous pourrez l'appuyer en continu, ou sinon le programmer pour l'appuyer et qui se désactive une fois la photo prise. Après, on aura notre bouton AF On qui marche tout le temps, bizarrement, enfin, ou pas bizarrement. Mais ça vous servira de faire la mise au point. Si vous avez programmé la mise au point sur le bouton de déclenchement, ce sera toujours lui qui sera prioritaire, donc ça ne servira à rien de faire AF on et après de appuyer dessus, ça refera la mise au point. Après, on aura notre molette de sélection entre photo et vidéo. Donc lorsque je change en vidéo, l'appareil photo, on va enlever le cache. L'appareil photo se met en live view et si vous appuyez sur le bouton start and stop, vous êtes prêt à prendre une vidéo. Typiquement, lorsque vous êtes en mode photo, si vous appuyez sur le start and stop, ça va juste le mettre en live view et lorsque vous appuyez dessus, ça va le remettre en mode de prise de vue standard. Après, on aura notre bouton Q qui sert à pouvoir aller directement dans toutes les fonctions de base de l'appareil photo sans avoir à appuyer sur les boutons. Donc ça peut être pratique des fois si vous voulez par exemple aller corriger l'exposition sans avoir à passer par la molette ou tout ce que vous voulez comme votre ouverture. Le seul truc que ça va pas pouvoir changer c'est votre mode qui sera que sélectionnable par la molette. Après, en dessous, on aura notre bouton de review qui servira à regarder vos photos et vos vidéos. La vidéo que je viens de prendre qui est superbe. En dessous, on aura une molette plus notre trèfle de sélection et un bouton 7. De base, le bouton 7 ne sert pas à grand chose, à part lorsque vous êtes dans les menus ou dans le Q. Mais moi j'ai plus tendance maintenant à utiliser le tactile, donc ça aura une utilisation mineure. Vous pouvez cependant programmer la touche pour faire ce que vous voulez. Après, votre trèfle de sélection servira de base à choisir votre collimateur. Ce qui est dommage, c'est qu'on ne peut pas le sélectionner par le mode tactile, ce qui aurait été cool, et ce que fait le EOS M. Donc il vous servira à pouvoir naviguer dans les menus si vous n'aimez pas toucher votre écran. Après, la molette aura une fonction similaire de la molette du haut en prise de vue suivant ce que vous choisissez à mettre dessus en mode photo. Ça vous servira à faire défiler une vue et la molette du haut que je vous ai montré tout à l'heure servira à choisir entre 10 images et c'est programmable, vous pouvez faire 100 ou une seule. Vous pouvez pas par exemple faire 2, 3, 4. Ce qui aurait été sympa. Après, en dessous, on aura notre bouton poubelle qui vous servira juste dans les menus à pouvoir effacer vos super vidéos.
Après à côté on aura un bouton lock qui typiquement servira plus en mode live view, moi je trouve, que en mode de photo standard. C'est-à-dire que on pourrait se dire que ça sert à pouvoir bloquer les fonctions lorsque vous vous baladez, mais l'appareil photo étant vraiment bien construit, les molettes bougent vraiment pas facilement en faisant rien. Donc ce sera plutôt, par exemple, si vous faites une erreur de manipulation, que vous voulez rester dans un réglage en vidéo, ça restera comme vous voulez et il n'y aura pas de problème si vous mettez lock. Ce bouton est programmable dans le menu. Je l'ai montré aussi dans la vidéo précédente. Ici du coup on aura notre griffe ISO. Ce que vous pouvez voir là, c'est le speaker ou comment dire, l'ampli, on va dire, c'est ça, l'enceinte, qui va vous permettre, quand vous visualisez vos vidéos, de pouvoir écouter bien, alors qu'avant c'était sur le côté, donc on entendait un peu ça bizarrement. On aura ici notre correcteur dioptrique pour ceux qui portent des lunettes ou qui ont une faible correction, du coup, qui voient pas forcément très bien, pour adapter la vision dans le viseur. Pour ceux qui vont porter des lunettes et qui veulent pas avoir à les porter dans l'appareil photo, il existe aussi des œilletons avec des corrections dioptriques plus élevées que ce que l'appareil photo peut faire par défaut. En dessous, on aura notre écran qui est orientable. La seule chose où il faut faire attention, c'est qu'il y a une position où on ne peut pas aller plus loin pour ne pas casser l'appareil photo, bien évidemment. Après, on aura ici notre molette de sélection de mode. Ici, on verra mieux notre bouton on-off. Ici, on aura notre bouton d'info qui nous permettra par défaut de mettre les infos du mode Q, mais je les enlève parce que comme ça, je les ai directement en Q et je peux influer dessus, alors qu'on ne peut pas dans le menu info. Et le menu info indique des choses pas mal. Là, c'est tous les paramètres que j'ai dans l'appareil photo pour la prise de vue. Donc là, on va avoir nos modes personnalisés qui sont indiqués, ce qui n'est pas toujours le cas. Et donc là, c'est plutôt pas mal. Je crois que chez Nikon, on ne voit pas ce qu'on a programmé, donc il faut s'en souvenir. Ou aller dans les menus. Après, on aura notre espace de couleurs, les écarts de balance des blancs. En fait, ça vous permettra de vous rappeler ce que vous avez fait, ce que vous n'avez pas fait sur votre appareil photo pour pouvoir régler ultérieurement ce que vous voulez. Donc c'est plutôt pas mal. Et après, j'ai mis une deuxième fonction dessus qui va être le niveau, que j'utilise typiquement pas trop. C'est utile, mais moi j'ai tendance à pas forcément me fier à ça tout le temps. Donc ça reste pas très utile, notamment vu que sur les pieds maintenant on a des niveaux à bulles qui sont aussi précis, voire plus, puisque on sera à plat, tandis que ça, il faut vraiment faire attention. Je crois ce qu'il indique, non, vous voyez, il va pas indiquer l'orientation, ce que fait Nikon, en fait, c'est plutôt pas mal. Voilà, et donc c'est tout pour info. Après, menu, évidemment, vous servira à aller dans les menus où vous pourrez vous balader, donc voir tout ce que vous voulez. C'est à la fois tactile et vous pourrez utiliser votre molette, enfin votre molette, oui, exactement, et le trèfle de sélection et l'autre molette aussi du haut. Voilà pour la face arrière. Je vais aller sur les faces des côtés et commencer par cette face là où vous aurez de quoi mettre votre carte SD, bien évidemment. Donc il n'y a qu'une seule carte SD dans cet appareil photo, ce qui pourrait être un peu problématique pour les professionnels. C'est un standard UHS-1, donc les SDXC qui viennent d'être sortis par Sony ne peuvent pas être utilisés. Donc on sera cantonné à des vitesses déjà assez rapides, mais pas les cartes les plus rapides en SD. Après, lorsqu'on va de ce côté-là, on va avoir un USB 2, ce qui est un peu étonnant sur un appareil photo qui est sorti en 2016. Le truc pratique, c'est que vous en trouverez partout, sauf que le débit sera vraiment très lent, donc moi je considère ça plus simple de prendre un petit lecteur au standard USB 3 et ça va beaucoup plus vite. En dessous, on aura un HDMI mini, ce qui est le standard sur la plupart des appareils photo. Sur le D750
qui fait la vidéo là, j'ai ça aussi. Sur les Sony, il faut savoir que c'est du micro, c'est un peu problématique. Je crois que sur le M5 c'est du micro aussi, donc il faudra bien faire attention à ça. Les moniteurs, je crois qu'ils sont vendus en général avec des USB mini, donc vous n'aurez pas en USB, HDMI mini, donc vous n'aurez théoriquement pas de problème avec cet appareil photo. Donc après, on aura ici notre prise micro et alléluia. C'est la première fois sur un EOS à 2 chiffres, on a notre prise casque, ce qui fait qu'il est plutôt pas mal adapté pour la vidéo. Et on aura notre prise télécommande ici. L'avantage de celle-ci, ça va être d'être un jack tout con 3,5 mm, donc c'est plutôt simple pour le raccorder à un déclencheur intervallomètre tout con qu'on peut trouver pour 15 balles. Donc c'est plutôt pas mal. Je vais passer sur la face du dessous et étendre l'appareil photo pour pouvoir tout montrer. Donc si vous êtes habitué aux appareils photo, vous allez voir qu'il y a un pas un quart, donc standard, qui vous permettra d'adapter vos pieds dessus sans problème, vos platines, que ce soit Arca ou platine propriétaire. Et ici, on aura le compartiment à batterie. Les batteries, ce sont des LP E6, donc des N pour ce modèle-là. C'est le premier appareil photo qui utilise ces batteries-là, à moins que ce soit le 7D Mark II. Voilà. C'est compatible avec les LPE6 standard, et les appareils photo qui n'utilisaient pas de LPE6N sont compatibles avec les LPE6N. C'est juste un ampérage un peu plus élevé, me semble-t-il. Voilà. Je crois que c'était 1600 mAh sur les autres, à vérifier. Et donc ça vous donnera un peu plus d'autonomie, mais si vous en achetez, ça vous coûtera un peu plus cher. Après, ce qu'on aura ici, c'est des informations de base comme le numéro de série de l'appareil photo et le code Wi-Fi en théorie de l'appareil photo si vous l'utilisez avec votre téléphone. Donc typiquement cet appareil photo là va avoir le